Dans les faits, nous naissons tous à la fois altruistes et égoïstes, à la fois démocrates et tyrans, mais avec une nuance considérable. Si l'altruisme est bien inné, l'égoïsme n'est présent à notre naissance que potentiellement, à cause de notre libre arbitre. En réalité, nous verrons avec Mathieu Ricard que l'égoïsme commence à se déclarer que vers l'âge de 2 ans. La nuance est subtile. Surtout du fait que depuis 5000 ans, nos sociétés sont majoritairement empreintes d'égoïsme. En Occident, l'individualisme, à notre corps défendant, a gagné. Pour la pensée commune et officielle, l'être humain serait par nature égoïste, et l'acte altruiste s'avérait un aléa, une exception à la règle. Cet ancrage social et scientifique erroné a bâti un monde en bataille, violent et cruel. À nouveau, l'enjeu de cette étude s'avère considérable. Qui ne croit pas que l'être humain serait d'abord foncièrement égoïste? En effet, les faits sont là, mais ils sont trompeurs. Diriez-vous qu'un animal serait égoïste? Évidemment non, ça n'aurait pas de sens. Un animal répond à son instinct de survie. Mais nous aussi. Alors où serait la différence ontologique? Outre notre instinct de survie, nous naissons, pas l'animal, avec un authentique libre arbitre. Notez que dans tous mes écrits, contrairement à l'orthographe habituelle, je mets un trait d'union à libre arbitre, afin de bien marquer qu'il s'agit d'un élément intrinsèque à notre versant spirituel, et qu'il ne faut surtout pas le confondre avec la liberté, laquelle, elle, n'est jamais acquise d'emblée. La présence en nous d'un libre arbitre, tel que je le définis, s'avère une composante essentielle nous permettant de faire le choix entre aimer ou pas, entre l'altruisme et l'égoïsme, entre la démocratie et la tyrannie. Cette approche est fondamentale pour comprendre la nature humaine, laquelle s'avère ontologiquement radicalement différente de nos amis les bêtes. Ontologiquement, la liberté est une valeur universelle, jamais acquise, tandis que nous naissons conformément à la loi sacrée du libre arbitre. Sans notre libre arbitre, nous ne saurions décider ou pas de nous aimer les uns les autres. Sans libre arbitre, pas d'amour possible. Il précède la liberté d'aimer. Il est même le mal-aimé des philosophes et des psychologues. Je ne connais pas de philosophe qui défendrait le libre arbitre comme je le fais. Bien souvent, il les considère comme pratiquement synonymes. Dès lors, tant que la pensée commune et scientifique ne reconnaîtra pas notre nature double, dotée d'un véritable libre arbitre la composant, la société altruiste demeurera une utopie. Et par suite, la démocratie directe. Et comme tous les processus universels, à l'instar du pouvoir en commun ou de la loi universelle de coopération, la loi sacrée du libre arbitre fonctionne à partir de 2, 3, une association, une collectivité, un peuple. Nous verrons du reste que c'est le consentement de 2 volontés, donc de 2 libres arbitres, qui produit de la liberté. D'où leur confusion. Nous allons voir qu'il existe chez l'homme un altruisme inné et un altruisme acquis, face à un pseudo-altruisme rationnel, celui d'un Jacques Attali ou d'un philosophe comme André Comte-Sponville. Alors voyons cet étrange altruisme rationnel. À l'origine, le libéralisme pouvait se définir comme un égoïsme personnel produisant de l'altruisme collectif, comme par magie. Par cupidité, je crée des richesses que je réinvestis, lesquelles créeront à leur tour de nouveaux emplois pour vous et donc vous enrichiront. C'est la fameuse thèse du ruissellement.
Jacques Attali, défenseur de la nouvelle thèse de l'altruisme rationnel, reformule ceci un peu plus subtilement. Il serait rationnel de penser que, je le cite, « j'ai intérêt au bonheur des autres, alors je serai heureux. J'ai intérêt au succès des autres, à leur santé, au fait qu'ils soient bien éduqués, qu'ils parlent la même langue que moi, qu'ils fassent partie de mon réseau, etc. Car j'en récolterai les bénéfices. » Fin de citation. C'est, selon lui, la bataille entre la poursuite du modèle individualisme né au XIXe siècle et celle du modèle altruiste rationnel. Les ONG, le civisme social, l'action des banques en faveur des pauvres, confère Planète Finance qu'il fonde en 1998, etc. Il nous dit que, je le cite, l'altruisme intéressé est le point de passage entre la liberté et la fraternité. Fin de citation. Bref, une idéologie mensongère selon moi. Il croit que, je le cite, notre civilisation ne survivra que si elle est capable de faire en sorte que chacun trouve son bonheur dans le bonheur des autres. Fin de citation. Voici donc un oxymore, qui, comme tous les oxymores, flatte notre intellect, mais s'avère, selon moi, de nature perfide, puisque contre nature. En effet, le passage de la liberté à la fraternité, par l'altruisme intéressé, est une idéologie mensongère dans la mesure où la liberté, c'est pour la plupart des gens et des tenants du libéralisme la volonté de faire ce qu'ils veulent, et non faire ce qu'autrui veut. En tant que tel, cet altruisme intéressé s'oppose par conséquent radicalement à la notion de fraternité en vraie démocratie, pour laquelle l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. Et dans un prochain podcast, nous étudierons l'authentique liberté. Dans le même ordre d'idées, citons André Comte-Sponville. Je cite: « Je crois donc que l'art de la politique, c'est de rendre des individus égoïstes plus intelligents. Ce que j'appelle la solidarité et ce que Jacques Attali appelle l'altruisme intéressé. Il s'agit de faire comprendre aux gens que c'est leur intérêt que de prendre en compte les intérêts de l'autre. » Fin de citation. Ne sait-il pas que l'égoïsme, ça rend con ? Par essence, l'égoïsme et l'intelligence du cœur sont contradictoires. Quant à l'intelligence rationnelle, serait-elle donc capable de générosité contre son instinct de survie ? Elle irait même à l'encontre d'elle-même, selon la thèse biologique du gène égoïste développée par Richard Dawkins, biologiste britannique au XXe siècle. Pire encore, tenir compte de l'intérêt d'autrui afin de satisfaire notre propre égoïsme serait faire preuve de solidarité. Encore un raisonnement qui n'hésite pas à masquer un mal par un supposé bien. En effet, la vraie solidarité suppose un sacrifice de nos égoïsmes, et non les nourrir par un subterfuge. Sinon, il s'agit d'une collusion d'intérêts personnels. Deux groupes bancaires s'associent pour dominer les autres. C'est encore la loi du plus fort. Vouloir marier l'égoïsme et la solidarité s'avère, là encore, contre nature. À vouloir tout mélanger, avec de belles formules, revient à pratiquer l'idiocratie, ce qui revient à nous prendre pour des imbéciles. Donc, selon Attali, je le cite à nouveau, notre civilisation ne survivra que si elle est capable de faire en sorte que chacun trouve son bonheur dans le bonheur des autres. Autrement dit, j'ai intérêt, intention égoïste, au bonheur des autres, intention supposée altruiste, pour trouver ou protéger en acte mon propre bonheur. Voilà encore un bel exemple de sophisme rationnel.
Or, nous verrons que le bonheur ne vient que d'autrui. C'est un cadeau que l'amour d'autrui nous offre gratuitement, spontanément et sans arrière-pensée. Et surtout, nous verrons que réciproquement, je suis sincèrement responsable du bonheur d'autrui. Et c'est donc à moi d'offrir, par mon amour, tout le bonheur du monde à mes proches. Pourquoi ? Commençons par distinguer la paix intérieure, la sérénité, la zénitude de la notion de bonheur. Nous vibrons émotionnellement, nous sommes enthousiastes, théos signifiant Dieu en grec, quand nous aimons et quand nous nous sentons aimés en retour. En revanche, la paix intérieure ne fait pas vibrer nos cellules. D'un côté, il y a l'excitation émotionnelle, donc spirituelle. De l'autre, le calme mental. Un calme présent en nous lorsque le versant spirituel, le cœur émotionnel, et le versant rationnel, la conscience terrestre, sont en harmonie. Toutes les contradictions internes sont alors résolues jusqu'à la prochaine. Pour résumer, les moments de paix intérieure apparaissent une fois résolus tous nos problèmes matériels et émotionnels. Le bonheur, quant à lui, provient d'une relation d'amour partagée ou d'une victoire remportée après un combat acharné pour une juste cause. Et donc là encore, au profit d'autrui. Comprenons-nous bien, dans l'altruisme rationnel, il y a tout simplement un renversement d'une vérité à sa contre-vérité, d'un authentique amour à son simulacre. Ma motivation, mon intention sera en premier lieu mon intérêt. Nous sortons de la relation universelle humaine d'accueil et de don inversés et réciproques. Athalie donnera son amour que dans l'attente intéressée d'un retour. Voici donc une nouvelle fois le schéma de la chute, à savoir l'appropriation illégitime, mon bonheur avant tout, doublé d'une idéologie toujours mensongère, promettent un vrai bonheur collectif à partir d'un simulacre de générosité individuelle. Idéologie oublieuse du fait que toute relation humaine saine nécessite une sincérité réelle. Encore un bel exemple du bien qui cache le mal. Mais ce mensonge n'est que celui du libéralisme. L'altruisme intéressé est une pensée politique qui ne cache pas son intention, sauver le soldat néolibéral, c'est-à-dire une utopie irréaliste, contrairement à l'utopie réaliste que je propose dans la mesure où elle est fondée sur notre nature double et non sur une pétition de principe sans fondement. Dans son Plaidoyer pour l'altruisme, volume de 1000 pages, publié en 2013, Mathieu Ricard évoque la position des partisans de l'égoïsme naturel. Je cite: la psychologue Hélène Walster et ses co-auteurs nous assurent en effet que la théorie de l'équité, elle aussi, repose sur l'hypothèse simple, mais éminemment sûre, que l'homme est égoïste. Francis Edgeworth, 1845-1926, l'un des plus importants représentants de l'école économique dite néoclassique, affirme lui aussi que, je cite, le premier principe de l'économie est que chaque agent est uniquement motivé par l'intérêt personnel. Fin de citation. À l'inverse, toujours cité par notre bouddhiste, Robert Frank de l'université de Cornell nous dit, lui, que je cite, les altruistes ne sont ni plus ni moins rationnels que les égoïstes. Ils poursuivent simplement des buts différents. Fin de citation. Le libre arbitre faisant le choix d'incarner ou pas les valeurs universelles. De même, Norman Brown,
philosophe de l'université de Cambridge, écrit, je le cite, « La notion d'égoïsme psychologique est considérée par la plupart des philosophes comme l'une des illusions les plus naïves de l'histoire de la philosophie. Une conception dangereuse et séduisante de surcroît, qui s'ingénie à associer le cynisme envers les idéaux humains et un vague sens de la méthodologie scientifique, tous deux induisant chez le lecteur ordinaire l'impression d'être sophistiqué, une confusion conceptuelle à laquelle il ne peut résister. » Fin de citation. Mathieu Ricard nous éclaire sur la présence chez l'homme d'un altruisme inné. Je le cite. « Le Dalai Lama distingue deux types d'amour altruiste. Le premier se manifeste spontanément du fait des dispositions biologiques que nous avons héritées de l'évolution. Cet altruisme naturel et inné ne nécessite aucun entraînement. Sa forme la plus puissante est l'amour parental. Toutefois, il reste limité et partial. Limité et partial au sens de limité aux enfants et à la famille. L'altruisme étendu, au contraire, est impartial, autrement dit inconditionnel. Chez la plupart des gens, il n'est pas spontané et exige d'être cultivé. Et il ajoute, quel que soit notre point de départ, nous avons tous la possibilité de cultiver l'altruisme et de transcender, dit-il, les limites qui le confinent au cercle de nos proches. Fin de citation. Voilà un exemple typique, exprimé en quelques mots simples, qui m'a permis d'affirmer que nous naissions tous avec les mêmes valeurs universelles, puisque le Dalai Lama est issu d'une toute autre culture. Depuis le début de ce travail, j'appelle à distinguer le fait religieux anthropologique de la dimension spirituelle ontologique de l'homme. Eh bien, le Dalai Lama ne dit là encore rien d'autre. Je le cite. La révolution spirituelle que je préconise n'est pas une révolution religieuse. Elle n'a rien à voir non plus avec un style de vie qui, en quelque sorte, serait d'un autre monde, et moins encore avec quoi que ce soit de magique ou de mystérieux. Il s'agit plutôt d'une réorganisation radicale, loin de nos préoccupations égoïstes habituelles, au profit de la communauté qui est la nôtre, d'une conduite qui prenne en compte, en même temps que les nôtres, les intérêts d'autrui. Fin de citation. Ce chef spirituel et politique, incontesté, résume ainsi le fondement de sa philosophie. Ma religion, c'est la bonté. Fin de citation. Prendre en compte en même temps que les nôtres les intérêts d'autrui n'est pas de l'altruisme rationnel à la Jacques Attali. La nuance réside dans la sincérité de l'intention. Soit elle est calculée d'avance, c'est la proposition d'Attali, soit l'intention n'attend aucun retour. C'est autrui qui, par gratitude, renvoie l'ascenseur, si je puis dire. Évidemment, au niveau collectif, ces intérêts partagés se nomment bien commun. La recherche du bien commun appelle de chacun d'entre nous de faire passer d'abord l'intérêt collectif, par transcendance. La transcendance n'est évidemment pas la collusion de deux ou plusieurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. C'est dans ce sens-là que je me suis permis de qualifier l'altruisme rationnel d'Attali de perfide. J'ai, je crois, avoir suffisamment défini la pensée rationnelle comme étant amorale et capable de dire sa chose et son contraire, la vérité et le mensonge.
En voici donc un autre exemple. Le chroniqueur et politologue Clément Viktorovitch dénonce avec brio comment le mensonge se substitue à la vérité. L'un des exemples sidérants actuels réside dans le fait qu'en 3 ans, à peine 3 ans, la pensée officielle transforme le parti de Jean-Luc Mélenchon en parti extrémiste, antisémite et anti-républicain. J'imagine l'injustice et la souffrance que vivent les insoumis. À ce compte, la philosophie vitale que je propose serait bien plus ultra-extrémiste que les insoumis. Bref, le travail de Mathieu Ricard est exceptionnel. Ampleur des sources philosophiques, psychologiques, sociologiques et épistémologiques et des expérimentations menées. Et nous conduit avec certitude à réfuter la thèse de l'égoïsme universel, en nous montrant l'existence d'une capacité humaine et animale à ressentir un amour altruiste et à compatir à la douleur de ses semblables. Et là, je vous renvoie à des vidéos de compassion animale interespèces. Il répond également à la question de la motivation derrière l'acte authentique d'altruisme. Y a-t-il une intention égoïsme, comme le pense la psychanalyse? Mathieu Ricard se réfère à une expérimentation psychologique consistant à montrer, je le cite, qu'un altruisme véritable n'est pas influencé par l'anticipation des jugements d'autrui et n'est pas motivé par la reconnaissance sociale. Fin de citation. Cette conclusion expérimentale est centrale, puisqu'elle permet de confirmer définitivement la différence de nature entre l'altruisme intéressé et l'authentique altruisme. Mais l'argument fondamental en faveur de cette thèse apparaît dans un chapitre de son livre consacré à l'altruisme chez l'enfant. Dans le paragraphe titré « La tendance à aider autrui est innée », il écrit, je cite, « Au vu de ces recherches, Michael Tomasello avance un certain nombre de raisons démontrant que les comportements de coopération et d'aide désintéressée se manifestent spontanément chez l'enfant. Ces comportements se manifestent très tôt, entre 14 et 16 mois. Il poursuit. Or, les recherches scientifiques décrites ci-dessus démontrent exactement le contraire, c'est-à-dire les thèses opposées, comme celle de Freud par exemple. D'une part, l'enfant est naturellement altruiste dès son plus jeune âge, de l'autre, il n'apprend à modérer son altruisme inné qu'après avoir intériorisé les normes sociales. Fin de citation. Peut-on être plus clair? La question est donc de comprendre qui décide, selon notre libre arbitre, d'éveiller en nous les valeurs universelles de l'altruisme ou, à l'inverse, de les laisser enfouis au-dedans de nous. Le libre arbitre, c'est notre capacité de faire un choix. Certes, mais qui fait ce choix volontairement? Ma réponse, l'âme-cœur ou la conscience-cerveau? Dans les deux cas, la volonté écoutera ses émotions, mais celles-ci seront tantôt favorables aux valeurs universelles, tantôt favorables à l'intérêt personnel. La raison pèsera le pour et le contre, selon son niveau d'âme et d'éducation, et justifiera finalement la décision de l'ego doté de son libre arbitre. Dès lors, opposer raison et passion n'a encore une fois aucun sens. En conclusion, la décision n'appartient qu'à notre capacité morale de distinguer un bien pour tous d'un mal contre autrui. Notre intérêt personnel contre l'intérêt collectif. Et comme toujours, ce principe moral est valide pour 2, 3 ou une multitude. On ne saurait donc combattre ces émotions néfastes et ces passions tristes par la raison elle-même, mais plutôt par l'application des vertus du cœur. Comment? En nourrissant sa propre pensée rationnelle avec de belles pensées
pour le dire avec les mots de Platon. Ou encore via l'éducation et la méditation, nous répond Mathieu Ricard. Si la raison intervient dans la métamorphose de l'égoïsme en altruisme, elle n'en est pas le moteur. Le moteur est d'origine émotionnelle et donc d'essence spirituelle. D'où l'importance de lire et d'enseigner de beaux textes à nos enfants, affirmait déjà Platon. Dans son Charmide, pour guérir les âmes et donc les corps, Platon raconte ceci, je le cite. Or, disait-il, c'est par des incantations, bienheureux amis, que l'on soigne l'âme. Ces incantations, ce sont les discours qui contiennent de belles pensées. Or, les discours qui sont de telle sorte font naître dans l'âme une sagesse morale, dont l'apparition et la présence permettent dorénavant de procurer aisément la bonne santé à la tête comme au reste du corps. Fin de citation. Nous allons clore cette première partie sur l'altruisme par ces belles paroles de Platon. Notez qu'en partant de Platon, en passant par l'approche spirituelle du Dalai Lama pour aboutir aux travaux considérables de Mathieu Ricard, nous avons fait un grand tour dans l'espace et le temps pour constater que tous disent sensiblement la même chose. Dans le prochain podcast, Henri Bergson confirmera la même vision dans les deux sources de la morale et de la religion, ainsi que Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Et notez de surcroît que les anges m'ont enseigné la même chose. Alors encore pardon pour mes bafouillages. Ça a au moins l'intérêt que vous savez que ce n'est pas une IA qui vous parle. Mais bon, on s'en passerait bien. Et enfin, grand merci pour votre patience.